ce qu'on sait maintenant, ce qui est établi, c'est qu'une caisse de pension cantonale est bien soumise aux lois qui régissent la transparence. Elles ne peuvent plus se cacher derrière des arguments juridiques pour dire non, non, nous, on fait exception à ces lois à la transparence. La LIPAD à Genève et les autres lois sur la transparence dans les différents cantons sont des instruments vraiment puissants et très simples. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce Café Transparence. Comme vous le savez peut-être, chaque année, notre association elle remet 2 prix Transparence qui récompensent les meilleurs sujets journalistiques qui sont réalisés grâce aux lois sur la transparence. Il y a un prix national et un prix régional. Alors l'année passée, en 2024, on a recensé 179 contributions et parmi elles, celle de notre invité du jour. Le jury lui a décerné le prix Transparence Régio 2024. Bonjour David Eberly. Bonjour. Bienvenue à toi dans ce Café Transparence. Merci. Et bravo pour ce prix. Déjà. Merci. Tu es ancien journaliste pour Le Temps. Aujourd'hui, tu travailles pour le canton de Genève. On va s'intéresser avec toi à toutes les coulisses de ton enquête. Ça va être passionnant. Ça concerne la caisse de prévoyance de l'État de Genève. Et c'est cet article que le jury a primé. Le voici. Tu as titré l'année passée, donc le 24 janvier 2024, à Genève, un hold-up à 2 milliards. Et donc, tu t'es basé sur un PV, un procès-verbal que tu t'es procuré. C'est le PV d'une séance du comité de cette caisse de prévoyance. Et tu détailles comment 2 décisions importantes ont été prises, puisqu'elles ont coûté 2 milliards de francs aux contribuables genevois. Et voilà ce que dit de ta démarche un représentant du jury du prix Transparence. L'intérêt public de cet article est indéniable. Il est très important que la transparence permette d'expliquer des décisions qui ont un tel impact sur la collectivité. Ça, c'est une citation de François Moron, qui est rédacteur en chef de La Liberté, membre du jury. Alors David, on se replace au tout début, on rembobine. Comment est-ce que tu as eu l'idée de demander ce procès-verbal ? Alors d'abord, merci de m'avoir invité et de m'avoir attribué le prix. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir ce prix en particulier. Comment est-ce que j'ai eu l'idée de demander ce PV ? Pour cela, il faut remonter un peu en arrière. On est à l'été 2019. À l'époque, je travaille pour Le Temps sur la politique genevoise. Et puis, le peuple est appelé à voter sur la recapitalisation de la CPEG, la caisse de pension. Il y a 2 versions qui sont proposées au vote, et c'est la version de la gauche et du MCG qui l'emporte. À 62 et quelques pourcents, assez nettement, ou 50, pardon, j'ai oublié exactement, mais assez nettement. Tout ça suit son cours. Et puis, au printemps de l'année d'après, un communiqué du PLR assez énervé, PLR et le centre, s'indigne du fait que le comité de la caisse a finalement décidé de rajouter 2 milliards à la facture que le contribuable genevois va payer pour recapitaliser cette caisse. Donc voilà, ce PV me met la puce à l'oreille. Ce communiqué de presse, en fait. Ce communiqué de presse, pardon. Oui, voilà. C'est ça qui me fait dire, il y a quelque chose qui est étrange avec cette décision, et puis je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Et tu as tout de suite demandé le document en disant, il y a la LIPAD, la loi sur la transparence, donnez-moi le document. Comment tu as fait ? Non, pas tout à fait. Non, je m'y suis pris autrement. Je me suis adressé au service de presse de cette caisse, et puis j'ai formulé toute une série de questions. Le communiqué de presse en question détaillait un tout petit peu les décisions que ce comité avait prises à l'automne précédent. Donc j'ai posé des questions sur ces décisions. Il faut se rappeler qu'on était aussi en 2020 en plein Covid. C'est le début du Covid, oui. Le début du Covid. On annonce des comptes publics dans rouge sang, etc. Voilà, c'est ce contexte-là. Et dans les questions que j'adresse à la CPEG, je demande à avoir accès au procès-verbal de la séance du comité qui a pris cette décision. Donc des questions journalistiques plus une demande d'accès. S'il vous plaît, en plus, envoyez-moi le PV. Voilà. Et quelle est la réponse alors de la caisse ? Alors la réponse sur toutes les questions techniques que j'ai posées sont extrêmement détaillées.
Par contre, la demande d'accès au PV, elle est sèche, nette, c'est un non, parce qu'ils considèrent que c'est confidentiel. Toi, à ce moment-là, tu connais bien les lois sur la transparence, c'est un petit peu quelque chose que tu fais au quotidien ou c'est un peu une première pour toi? C'était pas une première. J'avais fait de mémoire à 2 reprises appel à la LIPAD. Une fois, les documents m'avaient été refusés et le préposé à la transparence qui existe dans le canton de Genève avait émis un avis qui allait dans le sens de la partie adverse. Je n'avais pas donné suite. Et une autre fois, de mémoire, j'avais reçu les documents. Mais voilà, sur la base des documents, je n'avais pas jugé qu'il y avait un intérêt public à aller beaucoup plus loin. Ok, donc tu as une petite expérience. Voilà, mais là, petite tu te dis, expérience. on y va. Et donc la caisse, elle refuse de te donner ce document. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'adresse au préposé, préposé à la transparence cantonale, en lui exposant mon cas. Et puis, en lui proposant, en lui demandant d'organiser une tentative de conciliation qui a lieu au mois d'août 2020. En tout, la procédure, on peut déjà le dire, elle a été très longue. Oui. Entre ta demande d'accès et la publication de l'article, il y a 3 ans et demi de procédure. On va décrire les étapes l'une après l'autre. Donc c'est assez rocambolesque. Tu as dû aller 2 fois au tribunal fédéral, etc. Donc là, le préposé, ça échoue, la médiation. Donc il rend une recommandation. En août, le préposé rend une première recommandation. Mais c'est plutôt une non-recommandation. Qu'est-ce qu'il dit le préposé dans sa recommandation? Il déplore le fait qu'il n'a pas eu lui-même accès au PV que je demande, puisque la Caisse, depuis le début, a la même argumentation de dire que, en gros, oui, ils sont plus ou moins soumis à la LIPA, à la loi sur la transparence cantonale, mais au fait non, puisqu'ils sont soumis à un article d'une loi fédérale qui prévaut, il y a une hiérarchie juridique et qui les protège. Donc, ils n'ont pas fourni le document au préposé. Alors que normalement, le préposé, il a vraiment le pouvoir d'avoir lui-même le document sans le donner au demandeur pour pouvoir juger de la situation. Et là, donc, je vous lis la recommandation. Au vu de ce qui précède, le préposé cantonal n'est pas en mesure de rendre une recommandation. Donc, en gros, il ne peut rien recommander. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si même le préposé ne peut rien recommander, qu'est-ce que tu as dû faire à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, il faut employer des moyens un peu plus importants pour arriver à mes fins. Et je suis allé voir un avocat avec lequel on va travailler vraiment ensemble jusqu'à la fin de cette affaire, qui est Romain Jordan à Genève. Et la première démarche a été d'intimer la caisse de pension, n'est-ce pas? On leur demander une décision. Voilà, je leur ai écrit pour qu'ils se déterminent, une détermination sur voilà, ce fameux PV, je vous leur demande, vous me le donnez, oui ou non? Et mais sur la base de leur réponse, non, la réponse était de nouveau négative. Quand on est journaliste, il faut aussi penser à faire ça, à rappeler, faire toutes des démarches. Ce n'est pas un travail journalistique habituel. Toi, tu as aimé faire ça? J'ai bien aimé faire ça. Il faut avoir un esprit un peu ludique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, il faut aimer voir si on te ferme la porte, il n'y aurait pas une petite ouverture sur la fenêtre, etc. Mais là, ce qu'il faut dire immédiatement, c'est que la procédure a été très longue, comme tu dis. Je n'aurais évidemment pas pu faire tout ça tout seul. Donc, c'était vraiment un travail de duo, comme ça, avec Romain Jordan. Plus la rédaction qui doit te soutenir. Hein? Oui, alors là, oui, bien entendu. Et puis, le temps... Dans cet espace de temps de 2020 à 2024, mi-2020 à 2024, s'était fait racheter en plus. Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai aucun problème, etc. Pour aller voir un avocat, pour aller mettre des moyens là-dedans. Après, j'ai dû un peu argumenter pour aller tout au bout de la procédure. Mais voilà, de manière générale, j'ai quand même été très bien soutenu par la rédaction. On revient dans la procédure. Donc la caisse te dit non, elle se détermine, je ne donnerai pas le document. Donc voilà. Là, le préposé, on a déjà vu qu'il ne pouvait rien faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'adresses au tribunal du canton. Voilà, ça s'appelle la Cour de justice à Genève. Et on expose notre cas. Et là, la Cour de justice nous donne tort, va dans le sens de la caisse de pension. Mais il y a un élément, et c'est là où justement le fait de travailler
avec un avocat est important. Il y a un élément qui nous a fait dire qu'on avait une chance si on allait au TF. Parce qu'au-dessus du canton, on irait au tribunal fédéral. Donc Exactement. Là, on hésite. J'imagine la rédaction s'est dit, oh, on a perdu au niveau du canton, est-ce qu'on va plus haut ou pas? C'est des frais. Oui, bien sûr, il y a une discussion là autour, mais il y a cet argument que j'ai fait valoir et qui a convaincu ma hiérarchie d'aller plus haut, c'est qu'il y a un juge sur les 3 qui s'est désolidarisé des 2 autres, en disant, voilà, moi je juge selon tel était l'argument que voilà, j'ai un avis divergent par rapport à mes 2 qui est publié collègues. dans l'arrêt, qu'on peut lire à la fin de l'arrêt, et ça vous êtes dit, ok, on va au tribunal fédéral, c'est ça? Exactement. Et donc, vous allez au tribunal fédéral et le TF rend une première décision 1 an après, en mars 2022. On est déjà 2 ans après ta demande d'accès. Et alors là, le tribunal fédéral, c'est important. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Oui, alors cette première décision du tribunal fédéral est importante puisque finalement, il s'adresse à la Cour de justice cantonale en disant non, il faut rejuger. La caisse de pension est bien soumise aux lois sur la transparence cantonale. Et cette loi fédérale, parce qu'elle disait qu'il y avait une loi fédérale au secret plus forte dans la loi sur la prévoyance professionnelle fédérale. Oui. Et là, le TF dit non, non, cette loi n'est pas plus forte que la loi sur la transparence genevoise. Exact. Donc, le tribunal cantonal, vous devez rejuger la chose en ne tenant plus compte de cet argument. Oui, c'est ça? Oui. Il y a cet argument de la protection des données, n'est-ce pas? La loi fédérale garantit une protection des données. Mais sur le document que je demandais, ça ne violait en rien la protection des données. Des données des assurés, notamment. Des assurés, pardon. Oui, justement. C'est ça. Et le PV de la réunion extraordinaire du comité que je demandais, évidemment, il n'y avait aucune donnée d'assurés là-dedans. Et il y a un truc intéressant, c'est que là, le TF, il dit, le tribunal cantonal, il faut que vous regardiez si la séance était à huis clos, non public ou non public. Parce qu'à Genève, dans la LIPAD, c'est assez intéressant. Si la séance est juste non publique, c'est le cas des séances par défaut, ben là, le PV est accessible. Par contre, si la séance est déclarée à huis clos, alors là, le PV devient verrouillé. Donc la première chose qu'a dû faire le tribunal cantonal quand il a repris l'affaire, c'est de voir si cette séance avait été faite à huis clos ou non. C'est ça. C'est quoi la réponse ? La réponse, c'est, en tout cas, le résultat, c'est que j'ai bien eu accès au PV, donc ce n'était pas à huis clos. Exactement. Mais alors là, le tribunal cantonal, on est en octobre 2022, 2 ans et demi après ta demande, il donne en partie raison, parce qu'il donne en partie accès aux documents. Oui. Complètement ? Non, caviardé, justement. Justement, là, c'est la deuxième partie de toute cette histoire. Ce petit feuilleton, c'est la bataille sur le caviardage, sur... Alors oui, maintenant, la CPEG est obligée de produire ce document, mais elle va se battre jusqu'au bout pour en dévoiler le moins possible. Et dans les textes que j'ai finalement publiés, j'ai repris cette expression de cette conversation avec Romain Jordan, et il me disait, mais la CPEG pratique une transparence à la Nixon. Sur une page du PV qu'à la fin j'ai pu voir, eux proposaient de noircir pratiquement l'entier de la page. Donc, non seulement le TF, oui, nous a donné raison sur la caisse est soumise à la loi sur la transparence cantonale, mais ensuite il fallait y retourner, et ça a été une bataille aussi assez longue, pour déterminer le niveau de caviardage acceptable. Parce que ce deuxième arrêt cantonal, alors il donne accès, mais dans une version... vous auriez accès au PV selon ce que la caisse avait proposé comme caviardage. C'est ça. Il dit, OK, on est d'accord avec les propositions de caviardage de la caisse, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc vous allez au tribunal fédéral une deuxième fois, voilà. Mais la caisse elle-même aussi saisit le tribunal fédéral parce qu'elle ne veut rien du tout. C'est ça. Okay. Donc on se retrouve au tribunal fédéral, chacun avec nos arguments. Et puis, une deuxième fois, on a gagné dans cette instance juridique-là. Et là, la décision finale est prise une année après, en novembre 2023. Voilà. Et cette décision, elle est importante. On va regarder quelques passages de cet deuxième arrêt du tribunal fédéral que je vais vous lire. Le tribunal dit notamment « Rendre transparent le raisonnement du comité correspond au but de la LIPAD ». Donc ça, c'est important. Il apparaît utile que le public puisse connaître les différentes positions et les arguments invoqués. Dans le cas contraire, le principe de transparence resterait quasiment lettre morte. Et puis encore que le lecteur donc, du PV
puisse identifier la position générale de la délégation des employeurs et celle des employés apparaît approprié dans un système où une composition paritaire a été instaurée justement pour refléter la diversité des intérêts. Tout ça, ça fait qu'en fait, le tribunal fédéral, il décide que ce PV il doit être moins caviardé que l'avait décidé le premier tribunal. C'est ça, c'est ça. Comment, alors finalement, ça c'est l'arrêt final, donc tu reçois les documents, Oui. et qu'est-ce qui est caviardé ou non? Si on regarde encore cet arrêt, le tribunal fédéral est allé dans les détails. Hein. Il dit Oui. les noms des membres des comités ne doivent pas être anonymisés à la page 2, à la page 7, à la page 8. Par contre, les noms des intervenants en page 6 doivent être anonymisés. Si on comprend bien, c'est pour quand même, on ne sache pas exactement qui a donné quels arguments. On doit savoir un peu quelle partie... Par contre, à argumenter comment. Oui. Le contenu des votes doit aussi être anonymisé, donc on ne sait pas qui a voté quoi, mais on connaît par contre les résultats finaux. Hein. Oui. Oui. Donc là, on est le 16 novembre 2023, 3 ans et demi après. Est-ce qu'une fois l'arrêt du TF publié, tu as reçu directement le document? Ah non, ça prend un peu de temps. L'arrêt date du 16 novembre, et puis l'étude de M. Jordan l'a reçue le 8 décembre. Donc oui, il a fallu un petit moment pour que je l'ai enfin en main. Et puis que je puisse voir finalement ce PV que je demandais. Et voilà, vérifier si mes intuitions étaient justes. Et puis si l'information qu'on m'avait donnée au tout début, quand même aussi, il y avait ce communiqué de presse, mais un informateur m'avait dit, durant cette séance, tous les représentants de l'employeur, de l'État, n'étaient pas présents. Là, il faut faire un tout petit détour sur ce comité. Il est censé être paritaire. Il représente à égalité l'État, l'employeur, et puis les fonctionnaires, les employés. Et puis, il y a un président et un vice-président. Une fois, il est désigné par l'État, et la fois d'après, il est désigné par les employés. Donc voilà, comité paritaire, il y a des règles assez claires et assez simples à comprendre. Et alors tu reçois enfin ce PV, après 3 ans et demi, 2 fois le tribunal fédéral, mais tu ne sais pas s'il y a même un sujet dedans, journalistique. Qu'est-ce que tu découvres quand tu vois ce document? Alors je lis ce texte, et franchement, plus la lecture avance, plus mes yeux s'écarquillent. Je comprends d'une part que 2 personnes qui représentent l'État se sont absentés à ce comité extraordinaire. Donc la partie employeur était sous-représentée, oui, okay. Déjà. Une 3e personne s'absente au milieu de la séance, s'en va au milieu de la séance. Donc là, s'il y a vote durant cette séance, évidemment que les résultats sont clairs, puisqu'il y a un déséquilibre important. Un autre élément que je découvre en lisant le PV, c'est que ce comité se réunit pour prendre 2 décisions techniques. Il faut chaque fois que je relise, parce que je ne suis pas un expert, malgré que j'ai passé un peu de temps là-dessus, le changement de base de calcul actuariel, les tables de mortalité, et l'abaissement du taux technique à 1,75%. Ce comité, il se réunit pour ça, pour prendre ces décisions. Il y a 2 experts en début de séance qui expliquent les tenants et les aboutissants de ces changements. Ça, les noms des experts ont été caviardés, ce que je comprends. Et puis ensuite, le comité délibère, les membres du comité délibèrent. Et puis là aussi, le tribunal fédéral a gardé le caviardage en disant à l'avenir, il faut que les futurs membres de ce comité et d'autres puissent s'exprimer librement, sans qu'on leur tombe dessus par la suite, parce que leurs noms ont été publiés ailleurs. Mais qu'on puisse quand même comprendre comment la décision a été prise, mais sans les noms. Hein. Exactement. Il faut que les termes du débat soient apparents, mais que les noms des interlocuteurs, eux, soient protégés. Ce que je comprends aussi. Et puis, alors, dans ces débats, ce qui m'a honnêtement surpris, c'est que ces 2 décisions qui s'apprêtent à prendre, et comme je l'écrirai par la suite, alourdissent la facture de 2 milliards pour le contribuable genevois. Ils en ont très peu débattu auparavant, c'est la 2e séance de mémoire dans laquelle ils en parlent, et puis ils n'en ont pas parlé aux autorités publiques, autorités politiques, ni le Grand Conseil, ni le Conseil d'État. Alors,
certes, le comité est indépendant dans ses décisions, mais il va bien falloir les financer, ces décisions. Et le président du comité, durant cette réunion, exprime lui-même son malaise en disant, voilà, ce sont quand même nos autorités de tutelle, on ne les a pas renseignées. Et moi, je m'attendais, honnêtement, à ce que ce PV se termine ou aille plus loin en disant, on va ajourner la séance, le temps d'informer. Eh bien non, c'est exactement le contraire qui se passe. Et la décision est prise. Et dans ton article, tu nous fais revivre en fait cette séance comme tu l'expliques maintenant, parce que tu as pu le lire dans le PV, puis tu étais presque à l'intérieur de la séance. Hein, exact. Tu as pu le vivre comme ça. Donc ça, c'est ce que tu nous révèles dans cet article. Globalement, cette démarche du temps, qui vous a coûté en temps aussi et en énergie, hein, elle a permis de créer une jurisprudence qui nous sera utile à toutes et à tous. Et puis pour ça, on peut aussi remercier la rédaction du Temps et votre persévérance. Mais elle a demandé un grand investissement en temps et en frais d'avocat. Ouais. Désormais, c'est quoi les grands principes qui, grâce à cette procédure, peuvent s'appliquer à nous toutes, à nous tous, en matière de transparence? Alors, ce qu'on sait maintenant, ce qui est établi, c'est qu'une caisse de pension cantonale est bien soumise aux lois qui régissent la transparence. Elles ne peuvent plus se cacher derrière des arguments juridiques pour dire non, nous, on fait exception à ces lois à la transparence. Et la deuxième chose, c'est aussi que les décisions doivent être quand même... On a accès, on peut voir comment sont prises les décisions assez en détail et sans trop de caviardage. Hein. Oui, voilà. Au moment du débat, il y a eu un débat politique, puisqu'il y a eu un vote populaire sur cette question de la recapitalisation. Évidemment, voilà, comme journaliste local à Genève, j'ai dû m'intéresser à tout ça. Et puis, ce qui me frappait dans cette caisse de pension, la caisse de pension, la CPEG à Genève, c'est une affaire politique assez importante, puisque c'est le résultat d'une fusion de plusieurs caisses qui avait eu lieu 10 ans auparavant. Et voilà, c'est une question qui revenait assez souvent sur le devant de la scène politique. Mais ce qui me frappait à chaque fois, c'était une caisse noire. Chaque fois que j'ai essayé de savoir un tout petit peu les tenants et les aboutissants des décisions dans les comités, etc., on m'opposait rien, un silence, merci, il n'y a rien à voir, quoi. Et maintenant, vous avez arraché le store et on peut tous aller voir par la fenêtre ce qui se passe dans cette caisse. Je vous invite à le faire si vous êtes curieux de le faire. Et le premier arrêt, hein, celui du tribunal fédéral, celui qui dit que la caisse de pension finalement est soumise et que cette loi fédérale qui prévoit le secret ne s'applique pas, n'est pas plus forte que la transparence, est publié aux arrêts du tribunal fédéral. Je crois que c'est aussi quelque chose qui était important. Ça veut dire que c'est un arrêt de principe, quelque chose comme ça? C'est ça veut dire que, en tout cas, les personnes impliquées, les avocats, etc., sont censés connaître l'existence de cet arrêt. Est-ce que tu as tout suivi toi-même ou est-ce que c'est l'avocat qui s'est chargé beaucoup de cette procédure? Comment vous avez fait en fait pour écrire les recours? Parce que c'est quand même... aller au tribunal fédéral, c'est pas rien. Non, alors, on a vraiment travaillé ensemble avec Maître Jordan. Ouais, j'ai l'habitude de dire, on en a parlé plusieurs fois avec lui, que c'était vraiment en duo, quoi. Alors... oui, j'ai rédigé les articles, mais pour rédiger les recours, etc., on en parlait avant, j'ai pu faire des remarques, etc. Mais évidemment que les démarches juridiques, c'est lui et son étude qui maîtrisait. Mais ça m'a vraiment intéressé de me plonger là-dedans et puis de travailler avec lui sur les différents recours qu'on a faits. Parce qu'évidemment qu'on doit sauter des étapes dans ce café transparence. Mais les allers-retours où il faut argumenter non seulement sur le niveau de caviardage, mais après il y avait les émoluments. L'ETF m'a donné raison partiellement, donc on devait quand même payer des émoluments. On a fait recours là contre, aussi au niveau cantonal. Donc voilà, là il y avait beaucoup d'allers-retours et à un moment, c'est quand même l'avocat qui maîtrise cette partie-là. Et puis ta rédaction, elle a eu quel rôle? Alors tu as expliqué un petit peu comment... Oui. Comment vous l'avez convaincu au début avec cette opinion divergente d'un juge, mais c'était comment? Ils t'ont bien suivi jusqu'au bout? Oui, évidemment que plus ça avançait, plus les frais s'accumulaient, plus j'avais de questions. Mais non, j'ai été bien suivi. J'ai dû argumenter à un moment, à des moments précis, en disant non, mais là, il faut continuer, on ne va pas laisser tomber à ce moment-là.
Et puis, ma rédaction, les rédactions en chef que j'ai eues, parce qu'elles étaient composées différemment au début et à la fin, m'ont bien soutenu là-dessus et je les en remercie. Qu'est-ce qu'on peut retirer, nous tous qui t'écoutons aujourd'hui, de cette enquête? Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique grâce à ce que tu as fait? Bah justement, que les caisses de pension, en fait, c'est pas très cool comme sujet. Franchement, moi, si j'avais pas été amené à m'intéresser à ce sujet via le vote populaire, peut-être que je ne me serais pas impliqué autant dans le fonctionnement des caisses de pension, mais j'aurais eu tort. Parce que c'est vrai que c'est pas cool de s'intéresser aux tables de mortalité. C'est pas, tu rêves pas de ça quand tu commences le journalisme. Et enfin, c'est quand même beaucoup d'argent public. Et je pense que c'est évidemment d'intérêt public de savoir comment ces caisses de pension sont gérées. Et puis, il y en a une foultitude, hein, puisque il y a différentes entreprises parapubliques qui sont dans tous les cantons, pour les transports publics, pour l'énergie, que sais-je. Ben, elles ont toutes des caisses de pension et puis ben, elles ont toutes des comités qui prennent des décisions telles que celles sur lesquelles je me suis penché. Donc, ben voilà, une des leçons, selon moi, c'est que toutes ces entités ne sont pas des caisses noires, ne sont pas des entités où les journalistes ont prié de passer leur chemin. Ils prennent des décisions d'intérêt public et puis, moi, je pense que ça vaut la peine de s'intéresser d'un peu près aux décisions qui sont prises dans ces cénacles. Tu as quelques conseils à nous donner suite à toute cette expérience sur je sais pas, le réflexe document, invoquer la LIPAD ou pas? Qu'est-ce que tu retires comme conseil que tu pourrais nous donner? Alors, le conseil général, mais peut-être que les personnes qui nous suivent sont des habitués, mais c'est déjà que la LIPAD à Genève et les autres lois sur la transparence dans les différents cantons sont des instruments vraiment puissants et très simples. C'est très simple d'usage, au Tu fait. nous dis ça, mais tu es allé 2 fois au tribunal fédéral en 3 ans et demi. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, c'est un cas. Oui, il a fallu un peu de persévérance. Mais le principe lui-même est assez simple. Même si, bah voilà, à Genève, ça fait plus de 20 ans, et puis on peut regretter que ce ne soit pas acquis. Mais je pense que, voilà, petit à petit, ce réflexe aussi dans les administrations publiques est acquis. Il y a d'autres cas où il n'y a pas eu besoin de 3 ans et demi. Hein. Mais voilà, c'était compliqué aussi parce que cette question de la soumission des caisses de pension aux lois sur la transparence n'avait jamais été tranchée. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. Et grâce à toi, ce sera plus simple pour nous tous aussi la prochaine fois, ça c'est sûr. Donc, premier conseil, c'est simple, utilisez-les. C'est simple, allez-y, utilisez-le. Et puis, bon, bah, après, il faut effectivement un peu de moyens, parce que oui, ça coûte de l'argent de travailler avec des avocats là-dessus. Donc, mon deuxième conseil, ce serait plutôt aux rédactions en chef, aux directeurs de titres. Alors, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, ou alors qu'on pourra leur faire écouter ça, c'est que ça vaut la peine de consacrer un peu de moyens à ce type de recherche, puisque, in fine, ça paye. On a accès à des documents qui sont d'intérêt public. Puisqu'on peut dire à tout le monde, aux journalistes, mais aussi aux rédactions en chef, c'est que notre association, loitransparence.ch, peut aussi soutenir ce genre de démarche. Est-ce qu'ensuite, ça t'a donné envie d'utiliser encore plus les lois sur la transparence? Tu as fait plein de demandes ensuite dans ton travail? Alors après, j'ai changé de fonction. Je suis passé de la politique cantonale à la politique fédérale. Et je travaillais à la rédaction du Temps de Berne, que je salue, avec un autre lauréat du prix Transparence, en la personne de Philippe Beuglin. Donc, vu que le sujet m'intéressait, on en a beaucoup parlé ensemble. Mais je regrette un peu de ne pas avoir eu l'occasion de pratiquer ça. Alors, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, où c'est très simple, c'est très simple. Mais voilà, j'apprenais un nouvel espace professionnel. Berne, c'est pas toujours simple, la politique fédérale. Et puis, il y a un autre événement qui a fait que je n'ai pas pratiqué ces demandes. C'est la mise en place de la transparence sur le financement de la vie politique. C'est une autre transparence. C'est une autre transparence pour les élections fédérales 2023.
Et puis, bah, j'ai bien suivi ça. J'ai écrit une série d'articles là autour. Mhm. Et bon, ben, finalement, ça a peut-être rassasié mon besoin de transparence comme journaliste. Donc, non, j'ai peu pratiqué ça, je dois bien le dire. Puis alors, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, depuis quelques mois, tu es engagé par le canton de Genève, donc Voilà. par une administration. Ouais. Donc maintenant, tu es de l'autre côté. Oui. Comment tu perçois ça maintenant que, a priori, j'imagine que tu le sais, tous les mails que tu rédiges sont a priori publics. Est-ce Oui. que ça, c'est... Quand on est fonctionnaire, comment on le vit alors, tout à coup? Bon, alors, voilà, mon expérience, c'est un peu spécial, mais c'est pas tellement un sujet, je dois bien dire, de discussion entre collègues, ni, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, quand je suis entré dans la fonction publique, puisque oui, c'est l'ironie de toute cette histoire, c'est que je suis affilié à cette caisse de pension maintenant, depuis bientôt 6 mois. Donc, bah voilà, j'ai eu relativement peu d'interactions, enfin même pas du tout d'interactions liées à la loi sur transparence jusqu'à maintenant, même si mon travail au service des affaires extérieures du canton m'amène assez peu, enfin c'est assez peu sur ce versant-là que ça se passe. Mais est-ce que quand tu rédiges un document ou même un email, tu dis, ah ben, un journaliste pourrait le voir? Est-ce que c'est quelque chose que tu as tous les jours à l'esprit quand tu toi-même crées un document étatique? Oui, bien sûr. Mais ce qui m'a frappé quand je suis entré dans la fonction publique, c'est le caractère très formel des messages qu'on envoie. Donc, ça vient assez naturellement. Mhm. Quand j'écris à d'autres collègues dans les départements, etc. Voilà. Là-dessus, il y a un. Comment dire l'accent est mis voilà, sur ce caractère formel des échanges qu'on a. Donc, Ça posera aucun problème à ce non, qu'il soit transmis exactement, pour toi. exactement. Quand tu es arrivé, est-ce qu'on on parle de la LIPA, de la loi sur la transparence? Il y a une petite formation où on vous indique que tout ce que vous créez est public? Je n'ai pas eu de formation LIPAD à mon entrée dans la fonction publique genevoise. On m'a remis une petite brochure sur toute une série de règlements. Euh, la LIPAD est évoquée assez peu en détail. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. On va maintenant donner la parole au public. Merci vous qui nous écoutez d'être là. Si vous avez des questions à poser à David sur son enquête ou plus général, c'est simplement bienvenue. Vous pouvez simplement prendre la parole. On va mettre nos petites oreillettes pour vous entendre. Est-ce que l'une ou l'autre a une question? Alors j'aimerais vous remercier pour cette aventure passionnante. Et puis je me permets deux ou trois petites remarque, c'est d'abord de dire que c'est assez simple, ces lois, pour le premier tour. Ça veut dire que de faire une demande d'info, puis après de faire un recours ou un appel au préposé, c'est pas compliqué, juridiquement, ça coûte rien. Et puis ça donne l'occasion de parler avec le préposé et l'autorité intimée. Ce qui fait que c'est 1 heure de discussion généralement. Et je pense qu'à 67%, ça permet de faire avancer les choses. Pas toujours, mais souvent. En tout cas, dans le canton de Vaud, on a un délégué efficace pour expliquer un peu l'info aux gens qui l'auraient oublié. L'arrêt, il est passionnant parce que ça ouvre le champ de tout le parapublic. Alors, chez nous, les déchets sont soumis à la LINFO, la CGN est soumise à la LINFO. Donc, c'est les caisses de pension plus tout le parapublic. Sur la protection de la personnalité des experts et puis des délégués cantonaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut répondre, mais en principe, les experts, on doit connaître leur identité pour pouvoir mesurer leur crédibilité. Donc, ce n'est pas tout de dire quelqu'un de l'Université de Genève. C'est différent si c'est un prof, un élève ou un comptable. Donc, à mon avis, c'est étrange que les experts puissent avancer masqués, en tout cas trop longtemps. Et c'est aussi étrange que les délégués du canton puissent avoir des positions qui ne sont pas soumises à la transparence. Parce qu'ils sont délégués du canton, ils ne sont pas là à titre personnel. Donc, ce n'est pas un actionnaire dans un conseil d'administration qui est là pour représenter ses fonds ou son groupe de pression, ou etc. Donc, que des gens s'expriment, soit délégués du canton ou du conseil communal ou n'importe où, et puissent s'exprimer masqués, ça me paraît assez étrange. Et peut-être que là, il y a encore un truc à gratter quelque part.
c'est de faire la distinction entre les privés qui s'expriment à titre privé et puis les gens qui s'expriment en tant que fonctionnaires ou salariés. Voilà, merci. Merci Kirill pour toutes ces remarques intéressantes. David, ça t'inspire quelque chose? Oui, sur les experts, on a essayé d'argumenter là autour, justement, sur oui, on a besoin du nom des experts pour vérifier leur réputation, etc. On a perdu. Oui, le tribunal fédéral est assez clair, hein. Le nom des experts ainsi que celui de la société dans laquelle ils travaillent doivent être anonymisés dans tout le document. Ouais. Et puis, oui, alors, bon, sur la composition du comité paritaire, bon, cette composition est publique. D'ailleurs, il y a des élections au sein des différentes instances. Donc, là-dessus, le TF balaye aussi les arguments de la CPEG en disant oui, on va bien donner les noms des membres du comité. Ce qui est caviardé, c'est effectivement quand ils argumentent, quand ils posent des questions, notamment à l'expert, et plus tard aussi, avec l'argument qu'on a dit tout à l'heure, ça préserve. Il faut anonymiser pour préserver par la suite la possibilité à de futurs comités de pouvoir débattre. Ouais, ça se discute, mais là effectivement. Mais l'essentiel était préservé dans le sens où le détail des votes nominal n'est pas donné, mais les résultats sont donnés, et les résultats sont transparents. Enfin, ça ne peut pas en être autrement de ce que j'ai décrit dans l'article. Et c'est ce qui m'apportait à l'époque. Merci pour ces précisions. Est-ce que quelqu'un d'autre en ligne a une question ou une remarque? Tu peux enlever le micro? Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Hyper intéressant, bravo. J'ai 2 questions. Je m'étonne dans un premier temps que le préposé ne se prononce pas. Alors, il a demandé le document qu'il n'a pas obtenu, mais je trouve étonnant qu'il n'aille pas plus loin. Est-ce qu'il n'a pas un pouvoir quand même d'avoir ce document-là? C'est ma première question. Et puis la deuxième, vous avez dit que du moment qu'un comité se réunissait à huis clos, là, à partir de là, il n'y avait rien à faire, on pouvait obtenir aucun document. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi un argument pour eux, à l'avenir ou bien ou maintenant, de tout faire à huis clos? Et puis comme ça règle l'histoire, et puis ils se protègent, et puis c'est terminé. Voilà. Merci pour ces très intéressantes questions. Je donne quelques éléments, puis après je te passe la parole. Sur le préposé, simplement, là, il constate qu'il ne reçoit pas le document. C'est vrai qu'il n'a pas, à ma connaissance, le pouvoir d'aller ouvrir des tiroirs physiquement pour demander le document. C'est-à-dire que là, il ne l'a pas, donc c'est tout ce qu'il a pu faire. Effectivement, ça pose des questions. Après, ces recommandations sont publiées. Donc on sait aussi publiquement que la Caisse n'a pas voulu donner ce document. Et puis vous avez trouvé en tout cas comment continuer la procédure, disons. Donc ça pour la première question. Puis pour la deuxième, oui, on pourrait se dire ça si on part de l'idée qu'effectivement il n'y a aucun document qui veut être donné, mais on peut aussi partir de l'idée que l'administration fait son travail normalement et qu'elle décide à huis clos quand ça se justifie vraiment. Et d'ailleurs ces huis clos, ils doivent être annoncés chaque fois au préposé cantonal, donc ça se fait pas. C'est pas quelque chose qui peut se faire non plus si facilement. Ou en tout cas, c'est une vraie démarche qui doit être faite. Voilà ce que moi je connais. David, je sais pas si. Non, mais t'es mieux armé que moi là-dessus. Non, mais ces deux questions, elles t'inspirent quelque chose sur le fait que le préposé ait rien pu dire au début. Comment vous l'avez vécu? Pas bien. Ouais. Alors, je crois pas qu'il ait le pouvoir, effectivement, comme tu dis, d'imposer la transmission du document querellé. Mais voilà, ce que je peux dire, et je révèle aucun secret, c'est que on a aussi discuté avec lui, j'ai aussi, avant d'aller voir un avocat, discuté avec lui, et puis lui, il était, je ne sais plus si c'était lui ou l'adjointe ou son service, était atterré, quoi. L'argument qu'a toujours invoqué le préposé, il regrettait que la Caisse ait simplement dit, en résumé, on n'est pas soumis à la LIPAD parce que pour lui, il y a déjà un grand nombre d'exceptions à la LIPAD, à la loi sur la transparence cantonale, qu'ils auraient pu invoquer. Okay. Et cette attitude de dire c'est pas pour nous,
Voilà, pour lui, c'était aussi peut-être un indice que ça valait peut-être la peine d'aller voir plus haut. Et sur le huis clos, la remarque que toutes les séances pourraient être à huis clos finalement? Oui, je sais pas, je pense il faut aussi compter sur la bonne foi et la diligence des administrations publiques. Et alors ça, puisque j'ai parlé de mon nouvel emploi, je peux témoigner qu'elle existe. Je rencontre évidemment plein de gens qui sont plein de bonne volonté dans ce cadre-là, bien sûr. Depuis que tu y es, il y a déjà eu une séance à huis clos? Tu as déjà participé à une séance à huis clos? Non, moi honnêtement, je ne suis pas amené à... Non, je ne Ouais. suis pas amené à ce type de séance. Non. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques dans l'Assemblée? Plutôt une remarque, hein. Je suis coprésident de l'association Loi Transparence. Merci à tout le monde de participer à cet échange, c'est merveilleux. C'est super aussi de temps en temps pouvoir le faire en français pour notre audience en Suisse romande. Ma réflexion, c'est la suivante. On a ouvert un certain nombre de brèches. Là, David, tu as ouvert une brèche importante dans le champ des caisses de pension. D'autres brèches ont été ouvertes par d'autres personnes, par exemple sur les mandats publics, les adjudications, ou bien alors sur les agendas des hauts fonctionnaires. Mais finalement, les journalistes, la communauté des journalistes, nous utilisent assez peu ces brèches qui ont été ouvertes. Comment tu expliques ça, toi, David, avec le recul? Maintenant que tu es sorti du journalisme, comment tu interprètes cette attitude? Grande question. Je parlais de mon cas personnel. J'ai quand même des regrets dans toute cette histoire parce que, voilà, comme je disais, il y a d'autres caisses de pension qui se seraient prêtées à ce type d'investigation. Mais comment dire bon, d'une part, j'ai changé de fonction, donc du coup, j'étais à Berne. Voilà, c'était plus dans mon esprit. Et puis, il faut bien dire aussi que les rédactions évoluent, ou plutôt sont soumises à un espèce de mixeur que vous connaissez tous, malheureusement. Et puis, voilà, il y a 3 ans et demi, en tout cas, de suivi de travail. Précisément, ça demande de la constance, ça demande, au-delà des moyens, mais de la mémoire un peu. Ça demande de la confiance entre toutes les parties prenantes au sein de la rédaction, etc. Et puis, voilà, une partie de la réponse qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que les conditions économiques dans la presse aujourd'hui font que les priorités sont données à d'autres approches, peut-être. Et je ne dis pas que ce type d'approche n'est plus possible. Je pense que c'est aussi mal connu, tout ça, la simplicité d'approche dont je parlais. Il faut la pratiquer une fois pour... Et puis, moi, je me souviens de débats au sein de rédaction où on ne savait pas trop comment s'y prendre, quoi. On va faire une demande, fais-la. Et puis après, on parle sur la base de... Il faut faire la première, c'est aussi ça. Il faut faire la première. Il faut avoir le réflexe. Quand on lit, comme toi, un communiqué de presse, on se dit « Ah, il y a peut-être un document derrière ». C'est toute cette culture-là qui n'est pas encore acquise par l'ensemble. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça vient. Et puis... notamment dans la presse alémanique, alors peut-être que c'est une question de moyens, mais aussi de réflexe, et dans la politique fédérale aussi. Et je trouve que, voilà, il y a une multiplication d'articles basés sur les lois sur la transparence, et c'est évidemment une bonne chose. Mais voilà, il faut pratiquer. Et puis au début, on fait peut-être une demande qui se casse la figure, qui n'amène pas à ce qu'on veut. Il faut apprendre à cibler aussi. Voilà, j'ai dans la mémoire aussi une demande... qui avait été faite par ma rédaction, mais qui était de toute évidence beaucoup trop large. Il faut savoir ce qu'on cherche aussi. On ne peut pas non plus demander que l'administration en question livre des kilo-octets de mails, quoi. Donc voilà, je crois que c'est malheureusement un long apprentissage.
À ce sujet, on peut aussi dire que notre association publie des bonnes pratiques que tout le monde peut retrouver pour les journalistes, mais aussi pour les administrations. Vous pouvez aller voir ça sur loitransparence.ch. Toute une liste de conseils, de trucs et astuces et de bonnes pratiques pour appliquer au mieux les lois. Voilà, est-ce qu'il y a encore une question? Ah oui, Kirill? Alors, le temps n'est pas soumis à la transparence, mais ça coûtait combien tout ça? Très honnêtement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est, je sais pas, autour des 3005, 4000, Oui, je sais quelque pas chose non- comme non ça. plus. Après, il y a peut-être les frais d'avocat. Enfin, ça Oui, peut oui, parce qu'il y a chiffrer. il y a les frais d'avocat plus les frais de justice. Donc, franchement, il ne faut pas. Enfin, je crois que c'est autour des. Je crois que c'est entre 4000 et 5000 francs, mais je peux me tromper. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais Peut-être que ça dans figure ces dans eaux-là, les arrêts eaux-là. aussi, si on les relit en détail. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'aurais bonjour. Bonjour. Question Isabelle Moncada à la rédaction de 36.9 à la RTS. Je voulais savoir si, sur la base de votre enquête et justement de toutes les dépenses que le temps a faites pour que cette enquête sorte, les citoyens genevois pourraient imaginer lancer une procédure pour que ces 2 milliards payés en trop soient remis en question et que peut-être qu'une partie de la somme récupérée pourrait être offerte sous forme de don au temps pour le travail effectué, puisque vous avez quand même permis aux Ouais. citoyens d'être informés sur le fait qu'ils vont devoir passer à la caisse pour 2 milliards de plus que ce sur quoi ils avaient voté. Oui, oui. Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, justement, il faut préciser, quand les Genevois ont voté, en fait, ils n'ont pas voté sur une somme. Ils ont voté sur un principe et une fourchette. Et ensuite, le comité a pris une décision où, en gros, ils n'ont pas fait bénéficier la collectivité d'une très très bonne année 2019, l'année précédente, l'année du vote, qui aurait permis de ne pas dépenser ces 2 milliards. Ils avaient l'attitude de faire ça. Ils ont décidé de le dépenser. Un de mes interlocuteurs me disait c'est comme mettre ceinture et bretelles. Ils ont vraiment voté les meilleures conditions possibles, mais ils avaient le droit de le faire. Ils n'ont enfreint aucune loi. Donc, dans ce sens-là, je crains que l'excellente idée que vous avez ne soit pas possible. Ce que tu as pu faire, c'est en tout cas expliquer comment ça s'est déroulé, cette décision qui est légale. Hein, c'est ce que tu dis. Oui, la décision elle-même est légale. Elle s'est simplement passée dans des conditions, de mon point de vue, particulièrement opaques. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Si ce n'est pas le cas, on va s'arrêter là. On te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec le cœur et aussi de nous rappeler que c'est simple finalement, ou que ça peut être de simple et de plus en plus simple d'utiliser ces lois sur la transparence. Merci à toutes, merci à tous. Et longue vie à l'association. Merci aussi. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Faites aussi, si vous faites des sujets en lien avec la transparence, ils seront retenus pour le prix Transparence 2025, en tout cas pour la première sélection. On espère que ça vous donnera envie d'avoir entendu David aujourd'hui et que les procédures seront un peu plus rapides pour vous. Pour rester informé, je vous rappelle notre newsletter sur loitransparence.ch, newsletter gratuite qui, tous les quelques mois comme ça, vous permettent de rester en contact et vous donne envie d'utiliser les lois sur la transparence dans votre travail journalistique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bon après-midi.